Donc, bonjour mesdames et messieurs, Erwan Deprat, je suis responsable de l'animation commerciale chez Suez. Auparavant, j'étais chef de marché BTP au niveau France, et encore avant, j'étais commercial BTP en Alsace. Donc c'est un domaine que je connais bien, que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce métier, parce que ça allie trois passions: l'environnement, le BTP et tous les gens qui y bossent, et les commerciaux. Voilà, le commerce, l'échange. Alors, formation au tri sur chantier. Donc j'ai dit que j'ai piqué cette slide à un alternant, donc pardonnez, je le connais par cœur. Ce qu'il faut voir, la réglementation, on l'a un petit peu abordé, il y a des obligations pour trier 70% d'ici 2020. Alors d'une manière générale, quand on collecte et on traite, on recycle, on valorise les déchets auprès de nos clients, BTP, on arrive quasiment à 70%. Preuve à l'appui, tonnes, bennes, jours, date, nom du chantier, nom du conducteur de travaux, pour preuve. Et bien sûr, on était ouvert à chaque fois à des enquêtes de l'ADREAL, du client, aucun souci. Différents types de déchets, ça on va les aborder tous les uns après les autres, parce que pour moi, BTP c'est très large, et chantier c'est aussi très très large. Et je veux bien rentrer un peu plus en détail avec vous aujourd'hui. Règles de sécurité, on va l'aborder. Enjeu aussi, et le quiz, ça on a dit qu'on pouvait sauter. De toute façon, le quiz, c'est vous qui allez me poser des questions, c'est plutôt ça. Voilà, tout à l'heure on avait parlé de réglementation. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que tout le monde, enfin, toutes les entreprises sont responsables jusqu'à son élimination. Pas forcément le recyclage que vous avez entendu tout à l'heure, en fait, jusqu'à l'élimination. Si on recycle, c'est bien, si on l'élimine, c'est mieux. Quoi qu'il en soit, votre nom est écrit sur le déchet, même à l'endroit où il est stocké pendant des milliers d'années. Donc toute l'idée est de lui donner une belle fin. S'il est réemployé, c'est encore mieux, ça ne devient plus du déchet. Bon. Tout ce qui concerne le texte de loi, vous les connaissez, j'imagine, par cœur, sinon vous avez tout sur la DEV. On l'a dit tout à l'heure, interdiction de brûler les déchets, c'est nul. C'est vraiment une attitude de loser, je dirais. C'est quand on ne veut pas donner du mal. Accessoirement, c'est crade. On pollue le sol, l'environnement, les animaux, l'écosystème, les fleuves, les cours d'eau, qui se prennent tout un concentré de produits chimiques complètement, sans parler des émanations toxiques avec un super cocktail qu'on se prend. Voilà. Interdiction d'abandonner les déchets. C'est à peu près le même acabit, sauf qu'on n'a pas les fumées, mais ça reste beaucoup plus longtemps. Lequel préféré? Aucun. Et interdit d'enfouir les déchets. Alors forcément, je suis mal placé parce que Suez a, comme Veolia ou d'autres entreprises, plein de centres d'enfouissement. Mais nous, ils sont légaux. C'est la différence. Mais on reparlera de ça tout à l'heure. Voilà, alors ça, on va pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Vous avez ici un chantier, alors typiquement là, de construction. Parce qu'il y a une rue. Mais avant de parler un petit peu de ça, je veux vous dire que le BTP, en tout cas, quand on est commercial et qu'on travaille dans une boîte qui est dans l'environnement, quelle qu'elle soit, on va distinguer plusieurs typologies de clients. Les entreprises de construction, qui ont une activité bien précise. Il y a les entreprises de rénovation, c'est encore autre chose, ça fait encore plus de déchets. Les démolisseurs, eux, ils font énormément de déchets, et très souvent, ils sont eux-mêmes des recycleurs, et il y en a dans la salle quelques-uns. Et il y a également des entreprises de travaux publics. Alors là, c'est encore une autre typologie. Ils font partie du BTP, ils ne font pas du tout les mêmes déchets. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs familles de typologies d'entreprises, donc de déchets, donc des approches différentes. Voilà. Et donc ça, évidemment, un commercial qui travaille dans l'environnement doit bien savoir à qui il s'adresse, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, avantages, inconvénients, etc. Alors tous les déchets qui sont ici, je dirais c'est la base, parce que de faire le décret 5 flux avec le carton, plastique, papier et tout dans la même veine, c'est nul. C'est vraiment nul, il n'y a aucun intérêt. Par contre, de dire à notre client, bon, c'est quoi le chantier, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans, ça c'est plus intéressant. Parce que là on personnalise vraiment. Et là on va pouvoir se dire, un coup il y a des poutrelles, il y a des bois, il y a des palettes, il y a du bois, il y a des portes, des fenêtres. C'est pas les mêmes bois. Des bois, il y en a 3 catégories. Des champs de mélange, on s'en fout, on parlera de ça après. Refus de tri à réception, encore une fois, on en parlera après. Les terres, typiquement, généralement, un TP, il creuse, et s'il est malin, il arrive à faire une petite dune, un remblai, quelque chose, dans la mesure où la terre n'est pas polluée, pour faire un petit paysage au niveau du site. Car tout ce qui sort du chantier est un déchet. Donc si jamais il reste sur le site et qu'on fait un petit aménagement paysagiste, ce n'est plus du déchet. Donc très bien. À condition que les terres ne soient pas polluées.
Carton, alors tous les emballages, effectivement, il faut les recycler, les valoriser. Si jamais ils sont isolés, pas mouillés, c'est nickel. On arrive à les mettre sur un centre de tri, à les presser, en faire des ballots, comme des ballots de paille, mais un peu plus gros, une tonne, à peu près 1,5 tonne par balle. On les met dans un camion et on vend cartonnerie. Alors quand c'est trié en amont sur le chantier, c'est nickel. Quand tout est en mélange dans la benne, bah, vous viendrez m'aider, parce que c'est faisable, mais c'est long, et c'est cher. Déchets verts, alors là, très clairement, on s'adresse plutôt aux paysagistes. Donc là, on va avoir des plantes, des arbustes, des buissons, etc. Donc là, le déchet vert, c'est un déchet génial. On va pouvoir l'amener sur une plateforme de compostage, où ça sera broyé, rebroyé, arrosé avec de l'eau. Ça va être retourné régulièrement. Et ensuite, ça va faire un compost qui pourra tout à fait alimenter les agriculteurs, les paysagistes et les particuliers. Donc un déchet recyclable à 100%. Plastique, alors plastique, pour moi, ça ne veut rien dire, hein, parce que des plastiques, j'en ai plein. C'est comme si je vous dis, vous allez à l'école pour avoir des cours. C'est génial. Plastique, entre le PVC, ABS, le polymère, il y en a dans tous les sens. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en tant que recycleur, les plastiques, on a besoin de savoir avant de quoi il s'agit, quel est l'aspect, le volume, est-ce qu'il est souillé ou non. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure pour le carton, le plastique, on va le mettre en balle, par matière, et on va le renvoyer en plasturgie pour refaire des sacs plastiques, ou des housses, ou des pots en plastique, voilà, tout type de produit, mais évidemment par matière. Si on a un fusiton plastique, on peut quand même faire quelque chose. On peut faire des sabots pour les grilleras. C'est moche, c'est gris, mais c'est recyclé. Donc c'est un exemple de produit un peu mixte, hybride. On peut quand même refabriquer des produits. Oui. Des films plastiques. Oui, polyéthylène, pour être précis. Voilà. Ouais, alors le polyéthylène, pour les recycleurs, c'est une super bonne cam. Hein. Ça peut être revendu quand tout va bien et que la Chine est très gentille, 200 € tonne. Jusque le ferraille. Mais si la Chine ferme ses portes, ça vaut 0. Donc ça va en enfouissement. Ou en incinération. Ou alors on va en Europe sur des entreprises qui disent « moi je veux bien, je le rachète peut-être moins cher, moitié moins, mais au moins on va le rester sur une fabrication européenne. Est-ce que ça nous intéresse? Oui, évidemment. Donc on va essayer de travailler avec des entreprises dans le groupe, en dehors du groupe, on s'en fiche. Nous en fait, les prestataires de déchets, on est intermédiaires. On est une plaque tournante, on récupère des produits, on les prépare, on les conditionne, on les renvoie vers d'autres usines, vers des partenaires. On les renvoie même vers le BTP. Donc c'est un cercle vertueux. Donc pour le film plastique, à partir du moment où c'est du polyéthylène, blanc naturel, traduction transparent, et bien il retourne dans des filières où il est utilisé pour la même chose. Si par contre on a du coloré ou noir ou du blanc en mélange, on appelle ça du 80-20, 80%, 20% blanc, couleur, c'est mélangé et ça termine très souvent en sac poubelle. Donc on peut tout à fait trouver des solutions pour recycler correctement tous les plastiques. Par contre, si le plastique est mélangé avec de la terre, du déchet vert, du carton, je vous garantis, ça passera par un centre de tri, on va ressortir 2-3 trucs et ça ira en enfouissement ou en incinération. Donc, vaut mieux trier à la source, c'est mieux pour tout le monde. J'ai répondu pour le plastique, super. Pour les fenêtres, alors pareil, fenêtres, hein, pour moi ça veut rien dire, parce que si on rentre un peu plus dans le détail, on va se dire il y a les fenêtres alu, okay. Il y a les fenêtres bois, ok. Il y a les fenêtres PVC, très bien. Il y a les verres feuilletés, il y a les verres armés, ok. Enfin, il y a toute une palanquée de types de produits. Quand je vous parle des fenêtres avec du bois, ok. Est-ce qu'il y a de la peinture au plomb dessus? C'est un déchet dangereux. Vous voyez, fenêtre, il faut qu'on rentre dans le détail. Donc un commercial, il va voir son client, démolisseur, et lui dit qu'est-ce qu'on a là? Un peu pour faire une autopsie, hein. On arrive, on va regarder, on va diagnostiquer, on parlait de diagnostic tout à l'heure, c'est vital. De bien connaître la matière, le produit, aider le client pour trouver toutes les solutions possibles pour valoriser au mieux. Si c'est réemployé, et dans ce cas, il y a des assos qui passent pour dire ah, cassez pas tout, on démonte propre, on dévisse, on envoie ça, tant pis, ça ne va pas aller en déchet, tant pis, je dirais tant mieux. On évacue ces produits pour qu'ils aient une vraie deuxième vie. Et je dis bien une vraie deuxième vie, une fenêtre, elle va refaire une fenêtre. Jusque-là, ça va faire. Si vraiment il n'y a pas de filière de sortie de débouchés avec des associatifs, etc., à ce moment-là, ça ira sur des centres de tri, ça sera broyé, on sépare le verre, on sépare le bois, on sépare l'alu, on sépare le PVC, et ensuite, on aura des matériaux bien distincts. Voilà. Le verre plat, c'est avec la fenêtre, hein, c'est qu'il y a le verre bouteille et le verre vitrage, et encore une fois, dans le verre vitrage, il faut être sûr que les partenaires avec qui on travaille disent « cette cam, je la prends ».
Par contre, si jamais il y a une type de film transparent à l'intérieur, il ne pourra pas la prendre. Parce que quand il va le broyer, ça va faire un gros chewing-gum. Ça ne va pas bien se broyer. Donc l'idée, c'est que si jamais il y a un film à l'intérieur, on broie, mais finalement il reste une espèce de grosse balle inrecyclable, donc quand ça ira dans les fours, bah, ça va gêner. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à développer dans les matériaux de construction des produits fantastiques, complexes, techniques, géniaux, mais inrecyclables. C'est ça le problème. C'est que très souvent, plus un produit est hyper technique, plus il est complexe, moins il est recyclable. Souvent. Voilà. Par contre, quand il est brut, basique, simple, avec une typologie connue, un mode d'emploi de fabrication, ben, nous, on va le broyer, le concasser, le réacheminer. Ça sera plus facile pour tout le monde, y compris pour les boîtes avec qui on travaille. À partir du moment où on leur dit, ben voilà, c'est du béton concassé, il n'est pas pollué, voilà les analyses, ok, c'est bon. Si jamais on a du PVC de fenêtre classique, on va le broyer, on va renvoyer du PVC en fabrication pour refaire des fenêtres en PVC. Mais si jamais on a des éléments mélangés avec de l'isolant, du film, du machin, du verre, tout ensemble, ça sera souvent très très dur, voire impossible de le recycler, ou alors à des coûts trop importants. Ça veut dire, Oui. ça veut dire une fenêtre sécurité, un vitrage sécurité, mais un recyclable, qu'est-ce qu'on fait avec alors? Ah bah ça ira en enfouissement. C'est ça en fait. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que à partir du moment où une entreprise va développer une technologie très poussée, c'est que derrière, il y a des matériaux à haute valeur ajoutée. Si par contre, avec tous les outils qu'on va avoir en interne ou en externe, et que vraiment c'est beaucoup trop cher de séparer, de broyer, de réutiliser, ou que les partenaires n'en veulent pas, on ne peut rien faire. Et qu'est-ce qui se passe avec les gaz, les argons Alors, j'ai pas, en fait, typiquement, ça va partir dans la nature quand ça va broyer. Okay. C'est ça. Donc, et les couches avancées? Les couches solaires? Ah, les panneaux solaires ou photovoltaïques? Non. Quand j'ai du vitrage solaire, anti-solaire. Ouais. Ça terminera en centre de stockage, très clairement. Ça, si jamais le vitrage n'est pas recyclable en tant que tel, ça ira, je veux dire, ou enfouissement, incinération. C'est pas recyclable. Non. Ou alors c'est repris par le fabricant. Encore une fois, si jamais le fabricant dit mes produits, ils sont techniques, ils sont complexes, c'est des trucs solaires et compagnie, c'est très cher, très bien. Si jamais il dit, un peu comme l'associatif pourrait le faire, c'est je reprends ces produits à zéro ou avec un prix de traitement. Dans ce cas, il y a une convention qui est signée entre le poseur, le recycleur, et on fait une boucle vertueuse. Et dans ce cas, c'est chouette. Mais c'est du cas par cas, produit par produit, client par client. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, un démolisseur, lui, va arriver, le démolisseur va arriver, on lui dit, voilà, tu as ce bâtiment, tu as 2 mois pour le faire péter en avant. Le temps de trouver les partenaires et compagnie, si c'est facilement recyclable, c'est bon, si c'est trop galère, si c'est trop cher, on va faire comme on fait d'habitude. J'ai dit une bêtise? Non, c'est bon, ok. Ok, le plâtre. Alors le plâtre, de dire que c'est un produit inerte, je suis pas tout à fait d'accord. De dire que c'est un minéral, oui, mais il se désagrège. En fait, avec l'humidité et le temps, effectivement, ça crée des émanations de soufre. Mais le plâtre, c'est un super produit qui se recycle à 100%, à partir du moment où il est en produit simple. Dès lors où il y a du polystyrène, des laines minérales, etc., ça va poser problème. Mais il y a quand même certaines entreprises avec qui on travaille qui vont broyer, séparer l'un de l'autre, pour pouvoir dire, même du plâtre complexe, je le prends, il sera recyclé. Ça coûtera un petit peu plus cher, on devra le livrer un petit peu plus loin, mais c'est quand même recyclable. Par contre, il faudra le mettre dans une benne, fermée, bien à part, bien distincte, et pas mélanger avec les déchets. D'où l'idée, informer le client, regarder les prix, regarder les distances. Ça, c'est du cas par cas. Mais en se donnant un tout petit peu de mal, on peut y arriver. Mais ça peut être vertueux, ça peut être recyclable, et on arrive avec du tonnage très important là-dessus. Plâtre. Du coup, Erwan, une petite question sur le plâtre. Vous parliez d'un recyclage à 100% pour le plâtre, mais il me semblait que dans le plâtre neuf, on pouvait ajouter que 30% de plâtre ancien. C'est les bonnes proportions que j'ai ou ça a évolué? 13%, c'est ça, grosso modo. Oui, c'est Simia, ta Carpentras, qui est la directrice d'usine, quand je suis allé la voir il y a 5-6 ans. Oui, c'est ça, grosso modo. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une carrière de plâtre, de gypse, va produire des plaques de plâtre et va récupérer, de temps à autre, une petite pelletée de recyclé. Donc au final, ils vont recycler 100% du recyclé. Mais en mélangeant au produit neuf. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il faut quand même
une carrière de gypse. Exactement. Pour avoir des plâtres. C'est tout à fait juste. On recycle tout ce qu'on a. Et ben on a un produit qui se dégrade. Un peu comme si jamais on dit tiens, je lis tous mes livres sur du papier recyclé, gris marron moche. C'est ça, c'est que plus on recycle du papier, plus il va perdre ses fibres. Qu'on ait dû recycler, c'est bien, mais il n'y a plus de gypse. Cette technique de fabrication, elle ne marche plus. Oui. C'est tout à fait juste. C'est des pistes à explorer. Quoi. Oui, exactement, mais c'est tout à fait juste. Et justement, j'avais posé ces mêmes questions à la directrice d'usine à Carpentras-Signac, encore une fois, je cite. Elle m'avait dit oui, dès lors où c'est un petit peu trop moucheté, où il y a des petits points noirs et autres, bah, ça va perdre un petit peu en résistance, ça peut se fissurer, et au pire, quand on livre nos clients, ils vont nous dire c'est moche, je ne veux pas payer. Donc c'est ça aussi l'enjeu des entreprises qui recyclent, hein, c'est valable pour les routiers, les TP, ils peuvent très bien mettre des matériaux recyclés, mais parfois il y aurait un délit de sale gueule du produit, ou alors des propriétés techniques qui vont poser problème. Et souvent les collectivités pourront dire pas de recyclé ou pas trop, voilà. Entre les propriétés techniques et le délit de sale gueule d'un produit, il faut voir qui est prêt à accepter quoi. Merci pour la question en tout cas. Par curiosité, comment on enlève le papier du BA13? Oui, alors par broyage tout simplement. En fait, ce qui se passe, c'est que si c'est du plâtre classique, sans isolant et autres, il peut aller directement avec peinture papier peint. Il ne faut pas qu'il y ait de peinture au plomb dessus, ça arrive, hein, le plâtre plombé, ça c'est des choses qui arrivent. Ça va directement sur des placos, etc. On livre l'usine près de Paris, je ne sais plus, c'est pas au jour, c'est pas près de Paris. Et ils le mélangent dans leur broyeur, dans leur presse, et le papier est soufflé. En fait, ils broient vraiment à sec, et dans ce cas, ils enlèvent le papier pour ensuite n'avoir que le gypse. Ça, c'est quand on a du simple. Quand on a du complexe, bah, l'usine de Rietling dans le village de Rohr a un double broyeur magnifique. À chaque fois que j'y vais, je ressors en costard. Parce que c'est très très poussiéreux, mais c'est un super produit. Il a réussi à dire voilà, moi j'ai un double broyeur et envoie-moi ton plâtre avec les rails, laine de verre, polystyrène, tout, ça passe. Et effectivement, ça passe. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus loin, c'est contraignant, mais en se donnant les moyens, c'est possible. Tout est une question de maillage. Moi, je voyais les cartes de la région Grand Est. Moi, plus il y a de points, plus je suis content. Ça veut dire que c'est des nouveaux communs. C'est des gens que je vais pouvoir aller voir pour dire j'ai ce produit, j'ai tant de tonnes, j'ai tant de volume, c'est quoi le prix? À partir du moment où c'est économiquement viable, et tout le monde trouve son intérêt, le recycleur, le client, la plateforme, bah dans ce cas, on fait un business vertueux. Voilà. Oui, question là. Si je vous comprends bien, il y a quand même peu de chances qu'un matériau qui n'aurait pas été conçu dès l'origine pour être recyclé soit recyclé dans de bonnes conditions et finisse pas en enfouissement, pour dire les choses rapidement. Qu'en est-il des équipements qu'on nous présente comme particulièrement vertueux d'un point de vue environnemental? Les panneaux photovoltaïques, par exemple, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a une entreprise qui revient exprès pour des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on peut le pousser Oui, on peut le pousser tout à l'heure. C'est l'horreur. Moi, j'ai déjà eu des panneaux photovoltaïques brûlés. Encore pire, tout est encore plus emmêlé, c'est atroce. Mais généralement, c'est mis sur palette, posé et livré dans un des quatre coins de la France, avec des boîtes qui les reprennent à 20 € la palette, que sais-je. Là, c'est hyper compétitif. Donc, il y a des filières de réemploi, mais à partir du moment où le conditionnement est démonté proprement et réacheminé vers des boîtes qui disent « je prends », moi ça me va. Je préfère largement répondre aux clients « on va faire un traitement bien à part, avec un démantèlement », plutôt que de tout broyer, tout mettre en enfouissement, en incinération. C'est pas bon, parce que c'est plein de glycol, un produit qui ne gêne pas, avec des petits fils de cuivre, etc. Donc on a plein de matériaux à très haute valeur ajoutée. On a du silicium, généralement à l'intérieur. Pour la petite information, je crois que le silicium c'est 40 000 € la tonne de valeur. Donc c'est compliqué. Et est-ce que je peux revenir aux plaques de plâtre quand ils sont avec vernis, peinture et compagnie, ça ne pose pas de soucis? Alors le plâtre avec le vernis, il n'y a pas, mais avec la peinture, oui. Avec alvéolaire, hydrofuge, ignifuge, ça passe. Ouais. Par contre, dès lors où il y a de la toile de verre, je sais que ça peut poser un petit peu de soucis, sauf pour d'autres partenaires, mon collègue Rietling, que j'ai cité tout à l'heure, je lui dis pas le problème. Ça passe. Donc, très bien. Non, c'est ça, c'est pas un souci. Encore une fois, la meilleure démarche, c'est on va sur site, on pose des questions, on prend un échantillon, on va voir des partenaires, 1, 2, 3, 4, 5, on a le bon prix, le site de village, tout le monde content. Les clients, partenaires, prestataires.
Il y a une différence entre plaque de plâtre sur rail métallique ou collé avec clos ou bien emballage, si jamais c'est collé et que l'arrachage est facile, dans ce cas ça va. En fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a d'éléments complexes, plus ça risque d'être non recyclable ou plus coûteux. Donc quelque chose qui se démonte, c'est mieux, toujours. Après, c'est pour les entreprises de démolition qui, elles, ne vont pas faire de démol, mais souvent des curages et du démantèlement et du démontage, c'est souvent ce qui se passe, pour faire des économies tout simplement, pour aller plus vite, travailler en sécurité. Enfin, bon, je ne vais pas faire l'article des démolisseurs, mais ils connaissent ça mieux que moi. Mais généralement, on a un démontage qui est fait de façon intelligente pour justement faire moins de déchets, moins de chutes, moins de poussière, aller plus vite. Enfin, souvent, ça prend un peu plus de temps, mais pas toujours. Oui, des questions, des remarques. Je vous écoute. Bonjour, David Joss, pardon, distributeur de matériaux. Les isolants du type laine minérale, il y a un gros industriel qui commence à parler de recyclage. Oui, je sais. C'est un intox. Ça fait un peu sourire. Oui, c'est du greenwashing. Enfin, bon. Ouais, oui. Non, mais j'ai reçu Saint-Gobain, j'ai eu beaucoup d'échanges avec le directeur commercial, tout ça, je suis allé le voir plein de fois. Il souhaitait faire des partenariats avec nous, mais quand il m'a donné son prix d'entrée sur un seul site en France, vaut mieux enfouir ou brûler ou ce que vous voulez. Parce que c'est pas compétitif du tout, du tout. Et je connais pas de client qui me dirait je veux bien payer le triple et que ça soit recyclé. S'il y a un client qui est prêt à me dire moi je veux bien payer 3 fois plus cher le déchet d'isolants minéraux, laine de verre, laine de roche, etc., j'ai pas encore trouvé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que les quelques conditions, c'est qu'il faut que la matière soit propre, mise en balle et acheminée sur un site en France, à un prix, encore une fois, qui est presque plus cher que le prix d'entrée du déchet chez nous. Et non, allez, si vous parlez fort, ça devrait marcher. Oui. Et le bilan carbone, justement, Ah bah, il est catastrophique. général. Ça, c'est d'envoyer de Strasbourg à Orange pour garder ça en camion. Hein. Ça va faire 2-3 jours de camion, sans compter le péage. On a bouffé la grenouille. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire un trajet pour 24 tonnes. 650, 700 € le tour. Et avec la future réglementation environnementale, ça sera pris en compte avec les FDES et toutes ces choses-là? Normalement, oui. Normalement, oui. Alors les FDES, c'est les producteurs qui vont les faire. Donc ils mettront ce qu'ils veulent dedans. Mais normalement, le bilan carbone et le trajet, tout ce qui va être le trajet et la durée de vie du matériau doit être pris en compte. Mais j'en connais pas plus. Je ne suis pas un spécialiste. Si on a un spécialiste dans la salle, il n'y a pas de souci. En fait, les règles de base pour le recyclage, c'est qu'à partir du moment où c'est pas dangereux, où on arrive à identifier clairement le produit, on doit le valoriser à toute force dans la mesure où c'est économiquement viable. Et économiquement pour tout le monde. Donc si ça ne l'est pas, à aucun moment... Alors encore une fois, c'est économiquement viable avec l'actualité. Si demain on développe des super broyeurs, ou on a des partenaires suréquipés, ou des nouvelles plateformes qui se créent, ou de l'associatif, ça change tous les jours. Donc il faut être au bout du jour pour se dire ce qui n'était pas recyclable aujourd'hui le sera certainement demain. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, il y aura 10 plateformes de recyclage d'isolants, de laine de verre, laine de roche, laine de bois, etc., qu'on va faire un nouveau produit mix, et tout ce que je vous ai dit là sera faux. Ça aura changé, et tant mieux. Mais à ce jour, c'est absolument pas économiquement viable. En tout cas pour les isolants minéraux. Je passe sur les câbles métaux et béton, et après ça, je vois. Vous voulez faire la pause maintenant? Ok, je trouve. Ça va. Parfait. Alors, pour continuer sur les autres typologies de déchets qu'on va rencontrer sur les chantiers, vous avez donc les câbles, les métaux, ferraille. Alors en fait, typiquement, on a plein de produits différents. Ferraille qui colle à l'aimant, mais rien que dans la ferraille, il peut y avoir plein de catégories différentes. Entre un ferraille de déchetterie et une poutrelle, on va se dire c'est aussi de la ferraille, le prix n'est pas le même, le prix de rachat. Les métaux, typiquement, c'est ce qui est non ferreux, très souvent. C'est ce qui ne colle pas à l'aimant, et on va avoir des prix de rachat très très différents entre le zinc, l'alu. Je dirais même dans l'alu, il peut y avoir 5-6 catégories. Le cuivre aussi, il peut y avoir plein de catégories différentes. S'il a été peint, s'il est vieux, s'il est propre, si c'est issu du Milberry, c'est la catégorie suprême du cuivre qui vaut assez cher, environ 5 500 € tonne, grosso modo, là où la petite ferraille pourrait être achetée 80 € tonne. Voilà.
on va avoir des écarts très très importants. Le câble, on va en discuter tout à l'heure, le câble c'est bien de savoir que c'est un produit, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On parle souvent de rendement au niveau du câble. C'est est-ce qu'il y a dedans, il y a de l'alu, il y a du cuivre, est-ce que c'est juste de la fibre optique avec 3 fois rien à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, dès qu'on a un produit, moi je passe mon temps à aller sur place, regarder la tête, trouver des partenariats, trouver le meilleur prix et que tout le monde soit satisfait, pour qu'il soit recyclé et valorisé le mieux possible. Les bétons, les inertes. Alors là, effectivement, c'est juste 2 petits mots, mais derrière, il y a toute une boîte de Pandore, on va dire, sur toutes les typologies de produits qu'on va retrouver. D'une manière générale, les inertes, on a dit, c'est ce qui ne pourrit pas, c'est ce qui ne se dégrade pas. Mais on va avoir des densités très très différentes entre de la brique, de l'ardoise, du déblai terreux, du béton et du béton haute densité, et du béton cellulaire, du béton fibré. Tout ça, on va dire, c'est de l'inerte. Mais certains vont recycler, d'autres pas du tout. D'autres auront des polluants à l'intérieur, par exemple du mercure. On va avoir vraiment de tout. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois qu'on fasse une analyse du produit et qu'on se demande si jamais il est recyclable en l'état, est-ce qu'il doit être préparé, est-ce qu'il doit être concassé. Si jamais on a des très gros blocs de béton, on doit les couper par section pour qu'ils rentrent dans la gueule d'un broyeur. Donc tout ça, ce sont des données intéressantes pour le commercial et pour le client pour savoir en gros à quelle sauce on va être mangé. Donc le recyclage, c'est vraiment un métier très technique, très complexe. C'est différent, on va dire, par rapport au marché du BTP, mais ça se complète très très bien. Bois et palettes, donc je l'ai abordé très très rapidement, mais en gros, il y a 3 typologies de bois. Il y a le bois A, le bois B, le bois C. En gros, le bois, c'est le bois propre, naturel, il se recycle assez facilement. Il va être broyé, concassé, et ensuite il va aller soit en chaufferie biomasse, donc valorisation énergétique, soit ça va être mis en valorisation matière, ça va refaire des tables, des chaises, des portes, etc. Et ça va être remélangé avec des colles, des résines, que ça tire. Le bois B, c'est ce que je viens de dire. Ça va être des portes, des placards, des tables, des chaises, etc. Donc là, il y a souvent des colles et des résines. Là, ça pourra aller en chaufferie, mais pas tel quel. Il faudra que ça soit mélangé un peu avec du bois A. Le bois C, c'est les poteaux EDF et les travers de chemin de fer. Alors je sais que souvent, il y avait une fausse bonne idée qui avait été faite par pas mal d'écolos, c'est de se dire, tiens, on va récupérer les traverses, on va les mettre dans les jardins pour faire des petits jardins potagers. Je pense que ces gens ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Parce qu'en fait, avec tous les produits chimiques qu'il y a sur les poteaux EDF et sur les traverses, voilà, c'est des matières extrêmement toxiques, chimiques. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite information. Et donc les bois de classe C sont évidemment considérés comme du déchet dangereux, très hautement dangereux, avec des prix qui peuvent passer à 400-500 euros la tonne, là où le bois peut être valorisé à une cinquantaine d'euros tonne, pour vous donner à peu près une idée. Sachant que, en gros, sur tout ce qu'on vient de voir, soit effectivement c'est recyclé, valorisé dans le département, mais il faut déjà trouver un site de vidage proche, soit effectivement c'est du déchet un peu plus dangereux ou qui ne se valorise pas. Dans ce cas, on va devoir faire beaucoup plus de routes, donc ça, l'impact routier, il va falloir le prendre en compte dans le prix. Soit c'est du déchet dangereux, et dans ce cas, les plateformes qui traitent les déchets dangereux sont peu en France, parce que ça coûte très très cher de tenir en exploitation des sites ainsi. Donc un déchet dangereux va être très cher en traitement et cher en distance. Voilà. Ça, c'est en gros pour vous donner une petite idée résumée. Tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même un résumé, parce que évidemment, quand on rentre dans le détail, c'est aussi complexe. Les terres. J'ai une question oui. pour le traitement des charpentes oui. cuivre. Les charpentes de cuivre. Non, en fait, le bain autoclavé. Merci. Ok. Alors, on peut aussi mettre les charpentes dans du saumur, dans de l'eau salée, de l'eau de mer, qui permet aussi qu'elles soient infiltrées. C'est beaucoup utilisé. Alors, effectivement, non, mais si, dès lors, en fait, ce qui se passe, c'est que le bois, dès lors où il a eu un traitement, c'est plus du bois A, ça peut être du bois B, et typiquement, ce qu'il faut faire, c'est on prélève un échantillon de 2 kg, on l'envoie sur une plateforme d'analyse, donc ça va être un Eurofins, etc., enfin un indépendant. On va attendre 11 jours, il va faire une lixiviation sur ce produit, et au vu du résultat, on aura le spectre, on va dire, du produit, sur le brut et sur le lixiviant. Et en fonction des analyses, on va le présenter à des plateformes de compostage, de broyage qui vont dire oui, non. Sinon, on va le présenter à des centres d'enfouissement qui vont dire oui, non. Sinon, on va aller sur des centres de traitement de déchets dangereux qui vont dire oui, oui. En gros, c'est simple, c'est analyse. Dès qu'il y a un doute, c'est broyage, analyse et résultat et traitement. Monsieur. Une question. Attention. On va toujours des fils. C'est un obstacle.
Monsieur Mesguel, avec l'entreprise de Grenoble. Juste par rapport à la charpente, comment vous faites quand nous on arrive dans vos centres pour savoir si ce bois, dans quelle catégorie il va? C'est pas facile de le savoir comme ça en bout de temps. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on envoie, quand on a des charpentes et autres, généralement, il ne faut pas qu'elles dépassent plus de 5 mètres, parce que sinon elles ne rentrent pas dans la veine. Ouais, Ça, c'est un petit point de détail. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des tolérances sur les plateformes d'acceptation de chaufferie biomasse. En fait, les chaufferies biomasse ont, dans leurs critères d'acceptation, elles savent qu'elles vont prendre du A et du B. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans le traitement des fumées, ça va capter les différents matériaux toxiques. Comme les incinérateurs. Un incinérateur, il ne va pas renvoyer directement tout ce qui crame dans l'atmosphère. Il y a des filtres. Ces filtres vont capturer les différents polluants, des cols et résines, que j'avais dit, qui étaient présents dans les bois B, mais également dans les bois de charpente, forcément, qui va contaminer le bois. Donc ça va être retraité au final dans les fumées des chaufferies qui vont chauffer les cuisines municipales ou les logements collectifs. J'ai répondu à votre question? Ok. D'autres questions? Bonjour, je suis Laura Gatkowski, architecte à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amand. J'ai une question sur la valorisation économique, enfin la viabilité économique de la valorisation des déchets, parce que là j'imagine que vous êtes sur des gros projets, souvent. Imaginons une maison individuelle, voilà, est-ce qu'on est viable économiquement quand on rénove, quand on construit une maison individuelle privée? La réponse est oui. On va dire que ce qui nous intéresse en tant que prestataire de déchets, c'est le petit artisan ou le gros groupe de construction, de rénovation. On n'a pas de client, on va dire non mais toi non. C'est à partir du moment où vous êtes une entreprise, si vous allez sur une déchetterie professionnelle, si jamais vous êtes le plus gros client de l'année, on va poser des belles, on va vous facturer, vous allez nous payer, on va faire du business. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour répondre précisément à votre question, une petite entreprise qui va faire justement une habitation seule, plusieurs solutions se posent à lui. Soit effectivement il a une déchetterie professionnelle dans son périmètre, dans ce qu'il va livrer ses cartons d'emballage, son placo, ses gravats en plus, il sera facturé en fonction des différentes typologies de déchets, à la tonne, en fonction de ce qu'il va livrer. Et plus il trie, moins ça coûte. Voilà, c'est qu'en fait, le gravat, ça va être entre 15-20 € tonne, grosso modo, hein, pour un artisan. Le carton, peut-être que ça sera repris à zéro. Le bois, 40-50 € tonne. Le déchet banal, 150 € tonne. Donc on lui dit, Père, si tu mets tout dans l'utilitaire bourré, 150 € tonne. Bon, évidemment, il ne va pas avoir une tonne dans son combi, mais il va être facturé au kilo. Donc ça ne va pas être intéressant pour lui de tout mélanger. Donc la première fois, il va tout mélanger, je vous le garantis. La deuxième fois, il va dire, s'il ne balance pas dans la forêt et qu'il ne brûle pas, à ce moment-là, c'est la réalité aussi. Dans ce cas, il va livrer en 2 fois. Ou alors, il va balancer le carton dans la première alvéole et ensuite le déchet en mélange dans une autre alvéole. Et il aura une facture avec 2 lignes. Et ainsi, il va se dire, oui, c'est intéressant de trier, parce que ça me coûte moins cher. Donc c'est viable que vous soyez artisan ou grand groupe. Le principe est exactement le même. Donc là, l'échange qu'on a, enfin, ce que je vous dis là, je le dis franchement en étant vraiment à l'aise avec un particulier, avec une entreprise, quelle que soit sa taille, etc. C'est la même logique. Voilà. J'ai répondu à votre question? Okay. Des questions, des remarques? Parce que sinon, Katharina, elle est joker pour la prochaine. Sur les isolants, sur le Exactement. sur la philo. Alors, il y a des questions là-bas. Merci. Entre le plâtre et le fer Massel, par exemple, au niveau du recyclage et tout ça, il y a une différence? En fait, tout est une question de composants chimiques qu'il y a dans le produit. Et si jamais il est trop mélangé avec des additifs et qu'il n'est pas pur et simple, à ce moment-là, j'ai une chance sur 2 de me faire refouler par mon partenaire avec qui je travaille. Donc soit, effectivement, je prends un échantillon et je dis, ça, tu prends, oui, non. La réponse est assez basique, généralement c'est non. Et certains vont me dire, oui, je te le reprends, mais à beaucoup plus cher que le plâtre.
Donc soit je livre effectivement un partenaire qui va faire un prix plus élevé que le plâtre, et dans ce cas c'est économiquement viable, ce que j'ai dit tout à l'heure, soit effectivement c'est pas économiquement viable, c'est trop loin, je le prendrai en déchet, ça terminera en enfouissement. J'ai répondu à votre question. Et je ne vous ai pas fait plaisir. J'ai comme annoncé les questions. Qu'est-ce qui se passe avec les isolants? Alors, polystyrène, laine de verre, laine de roche, laine de bois. Ok. Alors, effectivement, les isolants, c'est un produit qu'on va retrouver beaucoup dans les déchets du bâtiment, mais c'est vraiment un déchet assez compliqué à traiter et à recycler. On l'a dit tout à l'heure pour Saint-Gobain, sans le citer, il y a un seul site en France, Orange, où effectivement c'est super cher à la tonne, et encore, il faut que ça soit tout conditionné, tout propre, tout nickel. Sans parler effectivement du CO2. Mais les isolants, de manière générale, on n'a pas trouvé de partenaire proche pour dire je prends à pas cher pour pouvoir être dans une enveloppe environnementale et économique fiable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas. Donc ça termine en centre d'enfouissement. De plus, très souvent, c'est mélangé avec du bitume, la toiture et les étanchéités. Tout ce qui concerne l'isolation, souvent, c'est des produits mixtes. Tout ce qui est polystyrène, alors je sais qu'on avait eu un petit débat hier soir, le polystyrène, on en retrouve beaucoup dans le bâtiment. C'est un déchet qui est très encombrant, extrêmement volumineux et qui est extrêmement pas recyclable. Il peut être recyclable éventuellement dans la grande distribution, où il est propre, neuf, il est au contact d'aliments, poissons, souvent, glace. Ça vaut le coup parfois de dire aux clients, vous mettez une presse sur votre site, vous faites des pains de polystyrène, vous les stockez bien, nous on vient les rechercher une fois de temps en temps, et ensuite on va vers l'usine qui les recycle. Mais rien que ça, c'est pas toujours économiquement viable. Alors pour le BTP, ils le feront jamais. Parce que l'équilibre économique est presque impossible. Pour dire à un client BTP, tu me fais une benne de polystyrène nickel, alors je vous confirme, j'avais fait ça un jour avec Eiffage, rue du Pont au Péage. 2 mètres 30 mètres cubes, 60 mètres cubes de déchets, on avait dû avoir une tonne 5. Et j'ai acheminé ça à l'autre bout de la France, et on m'a dit non, il est un peu sale, on ne recycle pas. Donc c'est raté. Donc typiquement, même en se donnant vraiment tous les moyens pour que ça fonctionne, ça ne marche pas. C'est trop loin, c'est extrêmement exigeant, il faut que la matière soit super propre, et en fait la densité est tellement faible que vous avez beau l'acheminer à l'autre bout de la rue, déjà vous perdez en carburant. Donc en fait le polystyrène est un déchet très contraignant, et par contre, moi, en termes de traitement de déchets, c'est pas trop gênant dans le sens où il n'y a pas beaucoup de tonnes. Donc c'est très volumineux, il n'y a pas beaucoup de tonnes, je facture mes clients à la tonne. Après, c'est que ça fait beaucoup de bennes. Voilà. Et ça fait beaucoup de bennes, ça fait beaucoup de CO2. transport, ça fait beaucoup de place sur les déchets. Oui. Il y a des retardeurs de feu qui sont une totale catastrophe. Oui, c'est vrai. Oui. Et quand j'ai tout à l'heure parlé, quand vous faites le projet, quand vous dessinez un projet, vous réfléchissez sur les matériaux, réfléchissez exactement là-dessus. Je ne peux vraiment pas rien faire avec le polystyrène, ça ne vaut pas la peine, ça va pas être fait. Du coup, il faut peut-être réfléchir à d'autres moyens. Parce qu'en fait, quand on isole avec qu'est-ce qui se passe avec les autres isolants? Alors les autres isolants, encore une fois, la laine de verre, laine de roche, c'est pareil, ça ne va pas vraiment se recycler. La laine de bois, encore une fois, à voir. Encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de cas de figure, mais il faut voir si jamais des plateformes qui broient le bois acceptent de la laine de bois broyée ensemble. Parce que ce qu'il faut voir après, c'est les chaufferies. Ils vont nous dire, je prends pas. C'est quoi cette fibre? C'est de la fibre de bois. Ouais, on va voir. Est-ce qu'en fait, si c'est propre, si c'est net, ça va passer. Mais dans le choix, quand vous choisissez les laines de bois, il y a des laines de bois avec plus ou moins ajoutant dedans. Il faut regarder ça avec le fabricant. En fait, il y a des laines de bois qui ont plus de liant. En fait, c'est le liant qui pose problème dans le compostage, parce qu'en théorie, ça se composte. Et par contre, c'est ça le vrai problème, il est là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le compostage doit être exempt de tout matériau, de tout produit chimique. Ça doit vraiment être du déchet vert pur. Pour faire la norme NF 54 080, la norme du compost qui doit être vraiment 100% bio. Après, il y a des laines de bois compressées. Oui. Eux, souvent, ils ne sont pas du tout traités. C'est que la ligne, la colle du bois interne, qui en fait le liant, du coup ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, quand c'est comme ça, c'est du cas par cas, échantillon, recherche de partenaires proches, éventuellement échange avec l'ADEME pour dire tiens, vous n'avez pas un site de vidage proche. Voilà. Et ou à de cellulose,
Comment? Ouate de cellulose. Alors la ouate de cellulose, c'est pas un produit dangereux en soi, et souvent c'est même des papiers journaux broyés déjà. Enfin, ça arrive souvent que ce soit déjà du recyclage de produits. Bah là, typiquement, si on a de la ouate de cellulose, qu'on regarde le produit, qu'il est clean, il peut même être livré en tant que papier, et du coup sur un centre de tri, il sera pressé et repartira en papeterie. Et le sel de bord pose problème ou pas? J'ai pas ma connaissance, je pourrais pas vous dire particulièrement là-dessus. Parce qu'en théorie, c'est à nouveau traité avec le sel de bord. Ben, si jamais effectivement la papeterie l'accepte dans ses refus de pulpeur, de toute façon, la papeterie, on va lui envoyer de la cave, il va mélanger avec de l'eau pour faire une grosse marmite. Et après ça, tous les jus d'eau vont être filtrés. Et les entreprises comme Suez mettent en enfouissement, en incinération les refus de papeterie. Oui, une question à toi. Les refus de pulpeur, déchets de papeterie. Moi, je voulais vous demander s'il y avait, en termes de prévention, en amont des chantiers, est-ce que vous faites des diagnostics? Est-ce que vous voyez une évolution des demandes de diagnostic et par quels moyens les diagnostics peuvent augmenter afin d'éviter de se poser toutes ces questions et d'augmenter l'éco-conception et de limiter les déchets de produits à la fin? Ok, ça marche. Merci pour la question. Effectivement, l'idée du diagnostic, il se fait de deux façons. Une façon hyper light. Le commercial décroche son téléphone, le conducteur de travaux lui dit « Tiens, j'ai un nouveau chantier, enfin, viens, c'est plus simple. » Donc le commercial arrive sur place, il lève le nez, il se balade dans le bâtiment, il voit tous les différents produits. Souvent, le conducteur de travaux qui est déjà bien aguerri, qui a déjà quelques années d'échanges, de recyclage, de valorisation, va faire des propositions. Le commercial va dire ça oui, ça non, tiens, il y a une nouvelle filière. En fait, ça va être un échange pour voir dans le bâtiment qu'est-ce qu'on va recycler, qu'est-ce qu'on va pas recycler, pour quelque part le démolisseur ou le cureur ait une idée de l'enveloppe déchets que ça va représenter, pour dire bon bah là, je vais avoir à peu près tant de tonnes de béton, donc ça c'est bon, je gère. Tiens là, le bois, la charpente, ça pose problème ou pas, tiens, il y a un peu de vernis dessus, ça passe, oui, non, ça va être quoi le prix à la tonne? Et l'idée c'est finalement le commercial va donner des prix à la tonne et va dire ça je recycle pas, ou ça c'est tel site de village, et finalement l'analyse du coût financier déchets va se faire avec le démolisseur ou le cureur comme ça, en marchant. Pour ça, sur un coin de table, il va faire son enveloppe. Et c'est ça qu'il va présenter souvent à son propre client pour dire bah voilà, les déchets sur le bâtiment, ça va être 800 000 €. Et finalement, ça va être un diag léger. Par contre, je termine juste sur la deuxième partie de la question. Quand on fait, ça c'est un travail, je dirais, de bon échange, de bonne entente entre le client et les faits et le prestataire environnement. Par contre, il y a aussi une autre façon de travailler de façon beaucoup plus poussée. J'en avais parlé lors de la dernière conférence et monsieur avait fait une présentation de Déliant, si je me rappelle bien. C'est en gros Batirim, c'est un outil que Suez a développé il y a 4 ans maintenant. C'est un outil de diagnostic. C'est qu'en fait on va scanner le bâtiment, qu'on ait un plan ou qu'on n'en ait pas, on va refaire toute une 3D du bâtiment en disant il y a tant de murs de plâtre, telle épaisseur, tel poids, telle taille, tel volume, tel mètre carré. Et finalement on va scanner déchet par déchet, produit par produit, matériau par matériau, pour pouvoir dire à la fin, cher monsieur le client, vous nous avez payé une étude de tant de milliers d'euros, ah, ça coûte cher, mais attendez. Vous allez payer l'étude, mais derrière vous avez la garantie que tel et tel produit, on va les démonter propres, les fenêtres elles vont être réutilisées, réemployées, les volets de porte aussi, les cloisons là par exemple, elles vont être réutilisées pour faire du parquet par exemple, la brique bah, ça va faire un petit four à pizza, etc. Et là on va vraiment être sur du matériau en réemploi bien en amont. Ça c'est une démarche qui se fait au moins 1 an, voire 2 avant la démolition du bâtiment, du curage. Donc ça, c'est une démarche vraiment d'anticipation, de prédiction et de produits, de matériaux. Et là, effectivement, on aura besoin d'associations comme BOMA ou d'autres, encore une fois, c'est de se dire, voire même Emmaüs, pour se dire qu'est-ce que vous reprenez, qu'est-ce qu'on peut utiliser avant de le passer ensuite en broyage, concassage, recyclage, et après, vraiment, à la fin de la fin, qu'est-ce qui partira en enfouissement, incinération. Mais en anticipant ça, en faisant un vrai diagnostic, normalement, c'est à partir du moment où vous avez 1000 m² de surface, il n'y a pas que 10% des chantiers qui sont vraiment diagnostiqués aujourd'hui, en amont, on arrive à avoir une démarche vraiment prédictive et un budget pour le client. Voilà, j'ai répondu à votre question ou pas là-dessus? Oui. La fin de comment on peut développer justement ces seulement 10% de chantier. On l'avait dit tout à l'heure avec des contrôles, mais encore une fois, moi je ne suis que prestataire, je ne suis pas obligé de client à faire un diagnostic. Il y a aussi les marchés publics qui doivent l'imposer. Pour dire les marchés publics, c'est vous nous fournirez le SOGED, le schéma organisation et gestion des déchets de chantier, et c'est là où du coup les conducteurs de travaux vont me dire je suis embêté, je suis obligé de faire un SOGED, vas-y file-moi ton truc. Je dis non, je ne comprends pas même qu'elle est un frein, parce qu'on n'est pas au même endroit,
Du coup, les kilomètres, c'est pas les mêmes, et en fait, je vais vider plutôt à tel endroit, je vais vider plutôt en Lorraine, ça, je vais vider plutôt à tel truc. Et tel bâtiment, c'est pas le même que l'autre fois. Là, on a une tour en verre, et là, on avait un hangar. Rien à voir. Donc, il y a un SOGED qui s'adapte au chantier, là où il est, dans son environnement. Voilà. J'ai répondu? Il y avait une question de madame, juste là. Ah, Là, il est est-ce qu'on peut, parce qu'il y a une collègue. Damien Gall, Société Laboroute. Oui. Mon prestataire, notamment d'analyse de matériaux de la construction routière. C'est juste pour faire un peu la suite de la question de madame. C'est que la partie diagnostic, vous parlez des diagnostics qui étaient des diagnostics visuels, il y a toute la partie, la notion d'inerte, il y a plein de terres qui paraissent inertes, mais qui sont contaminées à mort. Contaminées à mort. Donc il y a, par rapport à votre diagnostic, il y a toute une partie analyse qui est importante, parce que ça peut jouer fortement sur le choix de la filière et de la valorisation possible aussi. Oui. Et alors, autant pour les terres et pour les bois, vous en avez parlé, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire, je sais pas moi, sur les fenêtres, etc., en termes d'analyse particulière, ou c'est vraiment que du visuel? Non, c'est pas que du visuel, parce que sinon tout le monde peut se planter. Je dirais l'analyse au moins, et en plus si on m'envoie, si j'ai un partenaire externe, il n'est pas jugé parti, donc je dirais c'est encore mieux. Donc moi ce qu'il y a, c'est que quand je suis avec les commerciaux au BTP, il y en a une cinquantaine en France, hein. Je les connais tous. À chaque fois je leur dis, tu prends un échantillon de 2 kg, t'envoies ça en analyse, et ça il les analyse par l'autre, sur le brut, sur le lixivier. Comme ça au moins ce qu'on croyait qui était vraiment hyper recyclable, super chouette, en fait ça devient du déchet dangereux. Voilà. Donc typiquement, si jamais le client dit non, je suis pas d'accord, analyse. Hein. Bah tu prends quand même? Bah non. Point. Alors, encore une fois, avec l'ADN, l'ADA, le client final qui peut être l'Eurométropole, on n'a pas très envie de se faire blacklister tout d'un coup. Donc effectivement, quand on est sur telle et telle famille de produits, il peut y avoir des suspicions qui du coup engendrent des analyses. Typiquement, si jamais j'ai de l'enrobé routier, je vais rechercher les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est cancérigène, et l'amiante. Et finalement, on a 2 chances sur 3 que ça soit pollué. Mais si c'est pas pollué, ça ira en remblai routier, en concassable, en broyage, et là du coup ça n'ira pas en carrière. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a de l'enrobé, il faut surtout qu'il soit recyclé en matériaux routiers. Parce que le bitume, il coûte 400 € tonne, ce qui coûte une fortune. Autant recycler. Il y a une autre question derrière, c'est la durabilité du recyclage. Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, c'est sur les propriétés techniques, mais encore une fois, je pense qu'Aurélien pourra en parler mieux que moi. De faire du neuf avec du vieux, on fait du vieux. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure pour le papier. C'est qu'au bout d'un moment donné, on est obligé de. Quelle est la part de noble par rapport au recyclé pour que ça soit équilibre technique et durable? Je suis d'accord. Il y avait des questions. Une, deux. Agnieszka. Et il faut qu'on. Pas de problème, je suis à votre Désolée. Oui, je me dépêche. C'était par rapport au diagnostic déchets réglementaire. Donc ça, est-ce que vous y avez accès avant de faire l'estimation de démolisseur? C'est des choses, c'est des pratiques que vous avez l'habitude de faire, de regarder un peu Alors généralement, j'ai déjà vu des diagnostics, mais souvent ils sont imbitables, ils sont nuls, ils sont moches. Donc, franchement, moi j'ai déjà eu des pavés envoyés par les clients, je regarde, j'ouvre, je referme, je me déplace. Enfin, après ça, je le lis un peu en travers, je me dis tiens, présence d'amiante dans les cols de moquette, ou présence de joints de bris amiantés dans la chaufferie, etc. Évidemment, je regarde. Et c'est là où du coup je vais dire au fait, tu as vu dans le diagnostic, il y a ça, c'est de l'amiante libre, ça c'est de l'amiante clé, ça c'est de la peinture au plomb. Oui, c'est bon. Donc du coup, moi je prépare quelque part mes dossiers. Mais par contre, c'est surtout sur les quelques produits déchets dangereux. Mais plein de fois, j'ai découvert des produits déchets dangereux qui n'étaient pas dans le diag. Donc c'est pour ça que souvent je préfère vérifier aussi tout moi-même et passer par des analyses qui permettent de dire bah, finalement c'était pollué et on ne l'avait pas détecté. Donc ça c'est un point important. Et souvent on va trouver des matériaux qu'on va recycler alors que c'est pas du tout prévu à la base. Donc, par exemple des cloisons vitrées, elles sont recyclables, on va pouvoir les recycler, c'était pas prévu. Et juste un petit complément par rapport au volume aussi, oui. Parce qu'on sait, même si vous refaites vous-même votre diagnostic, on sait c'est facile de se tromper sur les volumes prévus. Oui. Est-ce que vous voyez une marge d'erreur dans... Alors, le gros avantage qu'il y a, c'est que finalement, moi, je vais faire une estimation en allant voir le client. En fait, quand on ne fait pas du bâti-rime, le bâti-rime, c'est au kilo près. Hein. Donc là, c'est une analyse payante. Et quand je me déplace avec un client, avec un démolisseur, je dirais là, c'est souvent lui qui coûte mieux que moi. Moi, je vais lui dire, bah, là, j'ai tel produit, attends, j'ai déjà fait 50 bâtiments comme ça la semaine dernière. Donc là, je pense qu'on a tant de tonnes. Généralement, ils ne se trompent pas. Si on veut avoir des chiffres précis, on s'accompagne d'un démolisseur et on fait l'analyse à deux. C'est mieux. Alors,
Il faut malheureusement. Je suis désolée. J'ai mille merci. C'est vraiment très intéressant et on voit avec les questions. La dernière chose que j'ai envie de vous dire avant qu'on passe la parole à Yannick Madec pour faire la table ronde, c'est je retourne à mon sujet de quand vous considérez, réfléchissez à la fin de vie, tout ce qui collait est très compliqué, on a entendu. Concevisser, il faut que soit c'est dans du broyat et ça fonctionne plutôt bien, mais si vous voulez réemployer, visser, c'est quoi il faut regarder les heures à passer. Et sinon, éviter tout ce qui est produits qui sont composites. Arwan l'a dit tout à l'heure, hier on a parlé d'une chape légère. En fait, quand on regarde bien là-dedans, il y a des fibres très bizarres dedans qui ressemblent drôlement à de l'amiante. Ce produit il est irrecyclable. En fait, il ne tient pas dans les sous-couches des gouttes. Et en fait, en enfouissement, il est plutôt dangereux. Alors attention, chaque fois quand vous choisissez un matériau, qu'est-ce que ça va devenir en fin de vie du bâtiment. Regardez plutôt les matériaux comme les ressources réutilisables, mais il faut pouvoir le faire. Soso, merci beaucoup. Et